Bienvenue. On se retrouve souvent, un peu pris entre deux feux, non? Entre ce qu'on a vécu personnellement, le fameux «moi, je l'ai ressenti comme ça», et puis la recherche d'une vérité plus large qui nous dépasse. Oui, c'est une tension très actuelle. Et justement, les sources qu'on explore aujourd'hui nous poussent à regarder de plus près cette phrase un vécu est valable, mais pas une preuve universelle. On va essayer ensemble de voir ce que ça implique, la valeur de l'expérience perso, mais aussi ses limites quand on cherche la vérité. Absolument. Et cette distinction, elle est devenue cruciale, je crois, avec les réseaux sociaux, les débats publics où les histoires personnelles prennent énormément de place. Donc, pour y voir clair, on pourrait peut-être commencer par définir ce qu'est un témoignage, un vécu. Ensuite, ce qu'on entend par vérité au sens plus général. Et puis, voir pourquoi l'un, il suffit pas toujours pour établir l'autre. Parfait. Alors commençons par ça. Le témoignage personnel, le vécu, c'est quoi exactement? C'est plus qu'un simple fait brut, imagine. Ah oui, tout à fait. Le témoignage, c'est d'abord un récit. C'est ancré dans l'expérience de la personne, c'est filtré par sa mémoire, c'est coloré par ses émotions. D'accord. C'est une expression, disons, authentique de ce que quelqu'un a traversé. On pourrait appeler ça une vérité subjective. Elle est profondément valable pour cette personne. D'ailleurs, Paul Ricoeur, le philosophe, disait que témoigner, c'est toujours un peu reconstruire son histoire. Ah oui, reconstruire. Intéressant. Ce n'est pas une simple photo du réel, quoi. Exactement. Jamais une simple copie. Mais alors, si c'est subjectif, comment on le distingue de la vérité avec un grand V, si on peut dire? C'est quoi la différence fondamentale? La grosse différence, c'est la portée. La vérité, qu'on la voit comme l'adéquation au réel, ou plus scientifiquement comme le pensait Popper, comme ce qui est vérifiable et surtout réfutable, Réfutable, oui. eh bien, elle vise plus large. Elle cherche à être intersubjective, c'est-à-dire partageable, reconnaissable par d'autres, au-delà du cas unique. Ok. Les critères, c'est souvent la cohérence, la correspondance avec des faits que d'autres peuvent observer aussi, la possibilité de vérifier. Et le témoignage seul, même très sincère, il a souvent du mal à cocher toutes ces cases. Donc, même si on est convaincu de son expérience, euh, il peut y avoir des biais, des angles morts. C'est quoi ces limites concrètes? Elles sont assez connues en fait. D'abord notre mémoire. Elle nous joue des tours. Les études en psychocognitive le montrent bien. On n'est pas des disques durs. Non, c'est sûr. Nos souvenirs se transforment avec le temps, nos croyances, nos émotions. Et puis, il y a le gros risque de la généralisation abusive. Ah, le fameux «ça a marché pour moi donc». Voilà, donc ça marche pour tout le monde. Ou l'inverse. J'ai eu une sale expérience, donc c'est toujours nul. On le voit bien avec certains récits de guérison un peu spontanés, ou quand une seule anecdote devient une règle absolue. Je vois. Mais attention, si on insiste trop sur les limites, est-ce qu'on ne risque pas de jeter le bébé avec l'eau du bain? De dire que le vécu ne vaut rien, finalement? Excellente remarque. La nuance est hyper importante ici. Non, le témoignage est loin d'être sans valeur. Au contraire, c'est souvent un point de départ essentiel. Il alerte, il met en lumière des choses qu'on ne verrait pas sinon. Mhm. Pensez à l'impact des témoignages dans des mouvements comme #MeToo ou pour visibiliser les discriminations. C'était fondamental. Absolument. Mais, et c'est là le point clé, pour passer du ressenti perso à une compréhension commune ou à une action juste, ce vécu doit être analysé, recoupé avec d'autres infos, mis en contexte. C'est ce travail qui construit une connaissance plus solide, plus intersubjective. Un peu comme le font les historiens avec les récits oraux, ou en médecine quand on écoute le patient sans que ça remplace les examens. C'est exactement ça. L'écoute est primordiale, mais elle s'intègre dans une démarche plus large. Et ça nous ramène au débat d'aujourd'hui. Comment on navigue là-dedans? À l'heure où l'affirmation «c'est ma vérité» est si courante, et parfois un peu comme un point final à la discussion. Oui, c'est tout l'enjeu. Le risque, c'est de tomber dans un relativisme un peu extrême où tout se vaut parce que c'est ressenti sincèrement. Et là, le débat rationnel devient compliqué. Hmm. Ce qu'il faut, c'est développer une écoute critique, c'est-à-dire accueillir le récit avec empathie, avec sérieux, surtout quand il exprime une souffrance, une injustice, mais sans le transformer immédiatement en preuve ultime, sans le sacraliser en quelque sorte. Voilà, les exemples des sources sont parlants. Les récits de victimes sont cruciaux. Ils peuvent montrer des problèmes de fond. Mais pour établir les faits d'un cas précis, il faut une enquête. Pareil pour les thérapies alternatives. Qu'une personne se sente mieux, c'est son vécu, c'est valable pour elle, mais ça ne prouve pas l'efficacité générale pour tout le monde. Non. Pour ça, il faut des études contrôlées, une approche scientifique. Ok. Donc,
Si on devait synthétiser le message principal de tout ça, je dirais qu'il est double. 1. Le vécu personnel est précieux, c'est humain, c'est essentiel, et c'est totalement valable comme expression d'une expérience sincère. Mais, point 2, ça ne suffit pas en soi à faire une preuve universelle. D'accord? La connaissance fiable, celle sur laquelle on peut construire ensemble, elle naît plutôt du dialogue, parfois exigeant, entre cette subjectivité et puis des méthodes plus rationnelles de vérification, d'analyse. En résumé, reconnaître la valeur immense de l'expérience individuelle, mais sans lui donner automatiquement force de loi pour tous. C'est un équilibre en fait, pour éviter de rejeter des vécus importants, mais aussi pour éviter le chacun sa vérité qui nous empêche de construire quoi que ce soit de commun. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir, non? Comment on peut construire une société qui écoute vraiment, profondément les expériences de chacun, tout en gardant collectivement une exigence de rigueur pour rétablir des faits, partager des savoirs et prendre des décisions justes, Où placer le curseur, au fond? ouvertes.